Bon les amis, souvenez-vous, il y a de ça quelques mois sur la chaîne, j'avais réalisé l'essai de l'I17 de Volkswagen sur une journée aux essais presse. Mais je l'ai demandé pendant une semaine cette voiture. Pourquoi? Pour réaliser justement cette vidéo et une vidéo road trip qui est déjà disponible, qui est déjà sortie. Je voulais la tester parce que cette voiture est quand même plutôt intéressante. Elle se positionne un peu comme la future Passat de Volkswagen, même si elle s'appelle pas comme ça. C'est un petit peu la berline phare de la marque, la berline efficiente, en tout cas qui est censée être efficiente, qui consomme peu, qui est censée tracer de l'autoroute, rouler sur autoroute sans se poser de questions, recharger vite, etc. Donc je voulais vraiment tester cette voiture en conditions réelles pour voir un petit peu comment elle se comporte, ce qu'on a réellement comme proposition, comme autonomie. Est-ce qu'on peut vraiment voyager sans se poser de questions avec cette voiture? C'est ce que j'ai voulu vérifier pour vous. Abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne, c'est super important pour que je puisse continuer à vous proposer ces vidéos essais. Voilà. Je vous propose de commencer directement avec un petit tour de la voiture, un petit récap. Et après, on va parler de l'essentiel. Bon les amis, j'interviens dans cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo. C'est l'application Encharge. Encharge, c'est quoi? C'est une application mobile qui va vous permettre d'améliorer, en tout cas d'aider à l'amélioration de l'infrastructure des réseaux de recharge pour les véhicules électriques. Concrètement, comment ça marche? Ça marche surtout avec un principe de défi à réaliser. Lorsque vous rechargez votre voiture électrique sur les stations de recharge qui sont répertoriées dans l'application, vous avez la possibilité de réaliser des défis. Des défis qui vont permettre de remonter les éventuels problèmes et donc d'aider à améliorer l'infrastructure de recharge en général. Ici, par exemple, je suis chez Carrefour, une station Allego, et j'ai la possibilité de réaliser 6 défis et de gagner 10 km par défi résolu. Donc ça fait 60 km, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 60 km accumulés? Je vais pouvoir les échanger contre des bons d'achat ou du crédit recharge avec les nombreux partenaires présents dans l'application. Un petit exemple rapide, un défi, à quoi ça consiste? Ça consiste à vérifier un petit peu l'infrastructure, remonter les éventuels problèmes, tester la borne, prendre des photos un petit peu de l'infrastructure, des petits QR codes qui sont collés sur la borne, etc. En gros, c'est de remonter un petit peu et de relater votre expérience en mettant là aussi un petit commentaire et une petite note. Si aucun défi n'est disponible sur la station où vous êtes, vous pouvez simplement faire un check-in de votre recharge. Voilà, de relater encore une fois votre expérience, de mettre une petite note, de prendre des photos et d'indiquer si la station fonctionne ou est défectueuse. Parce que oui, ça peut arriver. Il y a à peu près 700 stations Allego en France, et ce qui fait à peu près 10 000 défis à résoudre. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Allez-y parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Ça va vous permettre de faire des petites économies. En plus de ça, l'application vous permet de répertorier toutes les bornes de recharge en indiquant les connecteurs avec des petites photos des stations, des commentaires, etc. Donc si vous êtes en galère pour trouver des bornes, vous pouvez directement passer par l'application Encharge. Merci Encharge et nous on continue avec la suite de la vidéo. Bon alors petit rappel, l'I17, qu'est-ce que c'est? L'I17 ici c'est donc la berline phare de Volkswagen. Ici je l'ai en version Pro Life Max. Alors pour le moment il n'y a qu'une seule version disponible, en tout cas sur le configurateur, il n'y a qu'une seule batterie aussi. Ici on a 77 kWh de batterie, elle fait 286 chevaux et c'est une propulsion. Il y aura une seconde version avec une batterie de 86 kWh, mais qui visiblement n'est pas encore disponible au moment où je vous parle, au moment du tournage de cette vidéo. Là, on est en janvier 2024. Alors moi, j'ai pas la version la plus efficiente puisque j'ai la version avec les jantes de 20 pouces. Pour avoir la version la plus efficiente, celle qui aura la plus grosse autonomie de WLTP, il faudra garder la version de base avec les jantes de 19 pouces. Bon, au niveau des prix, faut les avoir en tête quand même. On n'est pas du tout sur un véhicule accessible. Ici, elle coûte quand même plus de 65 000 € dans ma version. Et elle commence à 59 990 € encore une fois en janvier 2024. C'est possible que ça évolue puisque Volkswagen fait beaucoup évoluer ses prix, auquel cas je mettrai un petit message en commentaire épinglé. Bon, qu'est-ce qu'on a à ce prix? Un petit tour quand même du design, un petit rappel de ce qu'on a. Globalement, on a un véhicule qui est vraiment plutôt sympa dans son design, je trouve. Bon, on reste clairement dans ce que fait Volkswagen avec la gamme ID. Le design ID plaît ou ne plaît pas, mais je la trouve quand même plutôt bien réussie. Ça reste un grand véhicule, elle est large. Le problème, c'est surtout la longueur. Dites-vous qu'elle est 10 cm plus longue qu'une Ioniq 6 qui est déjà très longue. Donc ça peut quand même poser problème. Au niveau de la face avant, on a toujours ce style un petit peu, je dirais, effilé, assez féminin quand même. Au niveau de l'arrière, c'est très simple, c'est du Volkswagen, donc très clairement la voiture passe très inaperçue. Voilà, c'est une berline, tout ce qu'il y a de plus classique chez Volkswagen. Bon, on notera qu'elle sera globalement plus pratique qu'une Ioniq 6 et qu'une Tesla Model 3, de par justement la garde au toit, la voiture est plus haute, donc ça bénéficie quand même à l'usage au quotidien pour les passagers surtout, et on notera aussi qu'elle a un haillon, et ça c'est quand même pas rien dans une berline, contrairement à la Model 3 et la Ioniq 6 qui, elles, ont une malle, donc c'est vraiment beaucoup moins pratique.
Bon, d'ailleurs, je suis en train de faire le montage de la vidéo et il faudra noter qu'une version Tourer, donc Break, devrait arriver là très prochainement, cette année-là, 2024, pour encore plus d'espace à bord. Donc ça, c'est cool. Bon, maintenant, on monte à bord. Bon, globalement, encore une fois, c'est l'atmosphère ID avec néanmoins pas mal d'évolutions. Faut être honnête, Volkswagen a fait un bon travail, déjà sur les matériaux, mais aussi sur l'infodivertissement, on en parlera un petit peu après. Bon, on va parler du positif tout de suite. C'est plutôt bien agencé, c'est plutôt pratique et agréable à utiliser au quotidien. Moi, je l'ai eu pendant une semaine, donc j'ai conduit la voiture comme si c'était la mienne et finalement, on s'y retrouve complètement. Bon, il y a toujours ces petits défauts d'ergonomie, comme les boutons tactiles sur le volant et ici en dessous. On notera aussi quelques matériaux qui font un petit peu plastique, pas très haut de gamme dans une voiture à ce prix. Mais mis à part ça, je trouve que c'est plutôt correct. Ça a le mérite d'être bien agencé, c'est bien construit, c'est sérieux, ça va pas bouger dans le temps. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé, notamment sur les portes, le piano black et les surpiqûres, le bleu, etc. On aurait aimé autre chose parce que clairement, ça le fait pas trop, je trouve. Au niveau de l'assise, on est très bien. Alors ici, j'ai le système ergo-actif, donc on a le top du top. Les fauteuils sont chauffants, ventilés, massants, réglables électriquement des deux côtés. On a une rallonge d'assises. Ils sont parfaitement agréables. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de l'espace à bord aussi, vous voyez que moi, je suis plutôt bien. On a de l'espace, que ce soit devant, surtout pour les passagers. On a de l'espace aux jambes, même pour les grandes tailles. Donc ça, c'est cool. On notera tout de même, petit aparté, que cette voiture est surtout pensée pour l'Asie. Avant tout, la Chine, plus qu'ici en Europe où les volumes ne seront certainement pas très importants. Et les Chinois adorent les voitures habitables, logeables et surtout de grande taille en termes de longueur. Surtout, c'est important pour eux. Donc, ce qui explique la taille de cette voiture. Un point sur l'infodivertissement, on le savait chez Volkswagen avec la gamme ID, au départ on avait des petits écrans, alors avec une interface assez moyenne, faut être honnête. Ici on a la même chose mais en plus grand. C'est globalement la même interface qui a juste évolué. Il y a quand même pas mal de boulot de la part de Volkswagen. Donc, au niveau de l'intégration, par contre, la tablette je la trouve vraiment mal intégrée. On dirait qu'elle est posée comme ça. C'est vraiment assez disgracieux. Ça risque d'assez mal vieillir en termes de design, je trouve. On aurait aimé une intégration un petit peu mieux réfléchie. Mis à part ça, au niveau de l'interface en elle-même, ça marche plutôt bien, mais on est clairement en dessous de ce que fait Tesla si on parle de la référence. Par contre, on est bien au-dessus par exemple d'un système Hyundai. Ici c'est complet, on a bien entendu tout ce qui est Android Auto, Apple CarPlay, c'est du sans fil. Donc pour ceux qui aiment pas utiliser l'interface intégrée, vous aurez Android Auto, Apple CarPlay. Mais sinon pour le reste des fonctionnalités, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment plutôt riche. On a une navigation qui comprend un planificateur d'itinéraire qui est vraiment cool dans le sens où il comprend les arrêts recharge sur un long trajet. Cette voiture pour voyager est vraiment plutôt efficace. Le planificateur est bon, on peut toujours mieux faire, j'ai envie de dire, mais je le trouve vraiment excellent, parmi les meilleurs. On a tout ce qu'il faut comme réglage et vous emmène vraiment sur des bornes pertinentes avec un choix pertinent en indiquant le pourcentage à l'arrivée, la durée de la recharge, etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite avoir dans un planificateur d'itinéraire. On a aussi toutes les autres fonctions, le réglage de la climatisation, etc. Tout passe là-dedans. On a d'ailleurs à ce sujet pas mal de petits raccourcis, ça c'est cool, avec des smart raccourcis pour la climatisation. Donc ça c'est bien pensé. On a un flux d'air qui se règle dans l'écran comme chez Tesla. Donc pareil, alors moi j'ai eu quelques petits bugs notamment avec CarPlay, petits bugs d'interface, quelques bugs aussi de réactivité. Donc on voit que c'est pas encore parfait, il y a encore un petit peu de boulot. Ici on notera d'ailleurs qu'on a plusieurs paramètres au niveau de la recharge. On peut mettre bien entendu une limite de recharge, ça vous connaissez, mais on peut surtout avoir la capacité de recharge rapide actuelle en direct. Ça c'est quand même vraiment pas mal avec la puissance qu'est capable de recevoir la voiture au moment T. Là il fait 2 degrés dehors, c'est pour ça que j'ai mon bonnet d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, il y a du chauffage dans la voiture. Mais la voiture m'indique là 25 kW de puissance de recharge à 83% de batterie. Ça c'est quand même pas mal, c'est plutôt malin et j'avais jamais vu ce système. C'est globalement une estimation, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais ça vous donne une idée des capacités de recharge par temps froid ou par temps chaud. On a aussi un système de préconditionnement de batterie qui fonctionne en tandem avec ce système-là. On peut le démarrer de manière manuelle, ça c'est plutôt intelligent. Visiblement, il ne s'active pas de manière automatique via le planificateur en comprenant les arrêts recharge sur long trajet. C'est dommage peut-être. Il faudra bien le penser à l'activer dans les réglages. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal et on n'avait jamais vu ça dans la gamme ID. Bon, d'ailleurs aussi derrière le volant, on a un nouvel écran qui fait son apparition, qui est différent des écrans qu'on retrouve de base dans les ID. Bon, c'est très classique, on a seulement la vitesse, l'autonomie, la puissance, la température extérieure, etc. Mais rien de bien transcendant là-dessus. Ce qui se passera, ça sera surtout dans l'affichage tête haute. Là, pour le coup, c'est vraiment riche. Il est énorme. Fonctionne en réalité augmentée avec le GPS. On a toutes les fonctions, les aides à la conduite, même les consos, la vitesse, etc. Donc, on le connaît. Il est vraiment génial et il s'intègre parfaitement bien dans la conduite. Donc ça, pour le coup, c'est l'un des meilleurs et Volkswagen marque un gros point positif là-dessus puisque pour rappel, chez Tesla, par exemple, on n'a pas ce type d'équipement. Bon, maintenant prenons le volant. Donc je l'ai eu pendant une semaine. Encore une fois, j'ai fait un petit peu de tout, de la route, de l'autoroute, etc. En conditions réelles, en plus en plein mois de janvier, avec des températures parfois négatives. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que globalement cette voiture est plutôt confortable et agréable à rouler. Elle se prend extrêmement bien en main.
on notera le rayon de braquage qui est bluffant sur cette voiture. On se demande quand est-ce que le volant va arrêter de braquer, puisque regardez, on peut vraiment tourner de manière marquée. La voiture fait un demi-tour sur elle-même. C'est exceptionnel au vu de la taille de la voiture, ce qui nous permet de se passer de roue arrière directrice. Ça serait inutile là-dessus, peut-être un petit plus, mais c'est clairement pas indispensable. Elle braque tellement bien, donc en ville, etc., même pour se garer, c'est quand même un gros point positif très appréciable de cette voiture que moi j'ai retenu. Sinon au niveau du gabarit, bon, à part la longueur, globalement ça se prend plutôt bien en main, et encore sur nos routes européennes, même dans du Paris, ça se fait globalement relativement bien. On voit que cette voiture d'ailleurs peut être aussi idéale pour des VTC, donc heureusement qu'elle braque bien et qu'elle est aussi en quelque sorte pensée pour la ville. Au niveau de la puissance, bon, les 286 chevaux en propulsion sont largement suffisants. Elle bondit bien, on a vraiment de la puissance, de la réactivité, et ça en fait même limite un slipper, parce que on est surpris, on prend quand même pas mal de gens à la sortie de péage, donc c'est quand même plutôt surprenant. Ça marche plus fort qu'une Ioniq 6. Pour l'avoir comparé. Bon, c'est une voiture quand même qui est surtout faite pour faire de la route, de l'autoroute, etc. On a ici le Travel Assist qui, de ce que je vois, est disponible de série. Le Travel Assist permet déjà d'avoir les aides à la conduite pour se garer, sortir d'une place de stationnement. Ça marche très bien, on l'avait testé déjà à plusieurs reprises. On a une panoplie de caméras et de capteurs, devant, derrière, sur les côtés. Mais on a surtout le maintien de voie qui marche aussi bien sur route que sur autoroute. Globalement, vous le voyez avec les images, je le trouve vraiment efficace. On a vraiment confiance. Moi, j'ai confiance les yeux fermés dans ce Travel Assist. Jamais il me met en défaut, jamais il mettra en danger le conducteur ou les passagers. Sur autoroute, il marche aussi vraiment plutôt bien. Il est bien centré, il est efficace. On a un volant capacitif, donc pas besoin de mettre une résistance en permanence. Globalement, on a aussi la possibilité de pouvoir doubler d'autres personnes sur la route avec le clignotant de manière automatique. Alors ça marche pas à tous les coups, c'est dommage. Pour le coup, il est soit trop lent, soit il ne propose pas de s'activer, soit il est soit on ne peut pas l'activer tout simplement. Donc c'est un petit peu dommage, tandis que chez d'autres marques comme chez BMW, ça marche 9 fois sur 10. Ici, je dirais que ça marche 5 fois sur 10, 5-6 fois sur 10, grand max. C'est peut-être un petit peu dommage puisque globalement, il est plutôt efficace d'ailleurs cette fonctionnalité de la possibilité de doubler de manière automatique. Bon les amis, on va faire un petit point conso quand même, c'est le plus important à bord de cette i17. Est-ce qu'elle est vraiment efficiente? Eh ben, j'ai été surpris, mais oui, on voit que même elle arrive à être plus efficiente que d'autres véhicules qui sont eux-mêmes très efficients. Encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo avec la Ioniq 6 puisqu'on a été vachement surpris. Mais cette voiture, globalement, sur un usage autoroutier, moi, au mois de janvier, j'ai eu des consommations sur autoroute à 130 entre 22 et 23 kWh au 100. Ce qui est pas mal puisque avec la batterie de 77 kWh, ça vous donne quand même un peu plus de 300 km d'autonomie sur autoroute. C'est vraiment pas mal du tout. Globalement, entre chaque arrêt recharge, on pourra avoir un peu moins de 300 km. Donc ça, c'est quand même pas mal en faisant une recharge quand même de 25-30 minutes. Ça vous permettra de rouler 250 à 300 km au max, en fonction des saisons aussi et des conditions météo. Globalement en mix, on aura moins, on sera sous la barre des 20 kWh au 100, donc encore une fois bien plus de 300 km d'autonomie en situation réelle, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. On a en plus des équipements qui permettent de limiter les consos comme une pompe à chaleur. Bon, visiblement c'est une option qui coûte cher, mais qui permettra quand même d'avoir une meilleure autonomie et de moins ronger sur la batterie. Est-ce que cette voiture recharge vite? Eh ben oui et non. Alors on est sur une architecture 400 volts, c'est dommage quand même pour un véhicule qui se veut autoroutier, puisqu'on le sait que le 800 volts permet de recharger bien plus fort, bien plus rapidement et bien plus efficacement. Ici on est sur du 400 volts, donc c'est une architecture classique. Globalement, il n'y a pas de secret, le 10 à 80% annoncé en 28 minutes, donc 10 minutes de plus que la Ioniq 6, et clairement sur long trajet, on le ressent tout de suite. C'est pas long, c'est plutôt bon au vu de la taille de la batterie, mais on peut clairement mieux faire. Moi je vais vous donner du réel, du concret. Au niveau des chiffres, je m'arrête même pour vous le dire. Au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne? Une recharge de 18 minutes m'a permis de récupérer 38 kWh, soit environ 140 km d'autonomie. Tandis que sur la Ioniq 6, en 19 minutes, donc une minute de plus, la Ioniq 6 a récupéré 57 kWh, donc on n'est clairement pas sur la même chose. Et donc ce qui donne 250 km d'autonomie en réel. Donc très clairement, ça n'a rien à voir. Vous le voyez qu'une Ioniq 6 rechargera bien plus fort que cette i17. Mais globalement, je trouve que ça fait plutôt bien le boulot au vu de sa consommation, sa faible conso et la grosse batterie, ce qui fait qu'on a tout de même une plutôt bonne autonomie. Globalement, les arrêts recharge, pour optimiser un petit peu et ne pas trop attendre, il faudra tabler sur 20-25 minutes pour récupérer assez d'autonomie pour pouvoir rouler assez par la suite. Ce qui fait que globalement, j'ai trouvé que cette i17, bon, malgré son prix qui est extrêmement cher, j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne
voiture, une plutôt bonne proposition. À voir ce qu'on a au niveau des offres, hein, les LOA, les LD, les locations, etc. Volkswagen a fait un effort sur les prix, ce qui fait que ça la rend un petit peu plus intéressante finalement. Mais on reste toujours sur un véhicule très onéreux. Moi, je préférerais largement la Ioniq 6. Je la trouve bien plus intéressante en tout point par rapport à cette i17. Mais la Ioniq 6 c'est un véhicule différent, plus clivant, différent aussi au niveau de la position de conduite qui n'a rien à voir avec cette i17. Mais moi, voilà, j'ai été plutôt agréablement surpris finalement par les consos, l'efficience. Moi, je ne choisirais pas cette voiture-là, hein, globalement, puisque la taille est vraiment trop problématique au quotidien pour se garer notamment. Faudrait vraiment la prendre en ayant ça en tête. Mais voilà, pour ceux qui veulent un véhicule autoroutier peut-être différent, bah, vous aurez cette i17 qui, pour le coup, est une bonne proposition. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Max BLD et à la prochaine!